Un roi d'Angleterre qui a participé à une des croisades. Un roi anglais. Alors je sais que c'est un roi anglais donc, qui, au temps des croisés, a mené quelques croisades. Il avait du cœur, du courage. En raison de son courage, j'imagine. Il avait un grand courage. T'es vaillant au combat. Une grande générosité avec le peuple. Après, il est parti dans les croisades, je sais pas s'il a gagné son nom là-bas. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Dans cette vidéo, nous allons parler du roi Richard Ier d'Angleterre, plus connu sous le nom de Richard Cœur de Lion. Personnage emblématique qui a sa statue au cœur de Londres, très célèbre, et pas uniquement en Angleterre, grâce entre autres à Hollywood. Petite précision, évidemment comme vous en doutez, l'image que nous donne Hollywood est très loin de la réalité, ce qui est souvent le cas dans les films. Car oui, même des films à connotation historique, comme Braveheart, Le Dernier Samouraï ou Le Patriote, sont des films, il faut le savoir, qui ont à peu près autant d'authenticité historique qu'Astérix et Obélix. Cela est-il grave? Comme le disait l'écrivain Graham Greene au sujet de son roman Un Américain bien tranquille, je suis là pour raconter une histoire et non pas l'histoire. Et il est vrai que le cinéma est avant tout là pour nous divertir avant de nous éduquer. Donc si vous cherchez à me connaître Richard Cœur de Lion, ne comptez pas trop sur Hollywood. Mais par contre, si vous cherchez à vous divertir, vous pouvez regarder des films au cinéma ou chez vous. Ah non, comme cinéma à domicile, j'ai ma femme. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de Richard Cœur de Lion sans évoquer d'autres personnages, comme son frère, tristement célèbre, le prince Jean, mais surtout d'un passage important dans l'histoire qui a encore aujourd'hui des résonances, les croisades. Alors nous allons donc commencer par les croisades, avant d'aller plus concrètement dans la vie de Richard Cœur de Lion, car comme vous allez le constater, tout est relié. D'abord, il y a eu plusieurs croisades, pas mal même, hein. La première fut en 1096. Alors pour faire simple, à l'époque, Jérusalem était entre les mains des musulmans, mais on autorisait les chrétiens à aller venir dans la ville. Mais les Turcs vont envahir Jérusalem, et alors l'entrée sera interdite aux chrétiens. Le pape de l'époque, Urbain II, va lancer alors l'appel à la libération de Jérusalem, et cet appel sera entendu entre autres par divers barons d'Europe, et c'est ainsi que commence la première croisade. C'est singulier, mais c'est comme ça. Bon, je ne vais pas m'étendre sur chacune des croisades, car je pense que cela mérite vraiment un épisode à part entière. Mais si je parle de cette première croisade, c'est pour évoquer deux choses. La première, c'est que de cette première croisade, des territoires vont être conquis, avec entre autres Jérusalem, et la création de nouveaux États comme le comté d'Édesse, avec pour capitale la ville de Saint-Urphin en Turquie. La deuxième, c'est que la conquête de Jérusalem s'est finie dans le sang. Car quand les croisés ont pris Jérusalem, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont massacré tout le monde sans distinction. Les témoignages de l'époque évoquent que le sang des victimes allait jusqu'aux chevilles des chevaux. Pas très vraisemblable. Alors bien sûr, c'est plus qu'improbable que ces témoignages soient réalistes, mais il n'empêche que cela montre bien la violence de cet épisode, ce qui marquera profondément les esprits des populations locales à cette époque et leur laissera une certaine image des croisés. Ce n'est pas joli joli. Passons à la deuxième croisade. Le comté d'Édesse va tomber entre les mains des Turcs en 1144, ce qui va donner le prétexte à une nouvelle croisade. Alors cette fois-ci, c'est le roi de France lui-même, Louis VII, qui part en expédition. Sauf qu'exceptionnellement, il part accompagné de sa femme, la reine Aliénor, ce qui n'est pas du tout du goût de l'église à l'époque. Alors pour eux, c'est une croisade, pas un voyage nuptial. J'en parle parce que la reine Aliénor sera tout simplement la mère de Richard Cœur de Lion. Cette croisade est un désastre à tout point de vue, aucun territoire ne sera reconquis. Cela suite à des multiples erreurs stratégiques et de disputes internes. Cela va aussi surtout créer une rupture dans le couple royal, puisqu'Aliénor demandera le divorce. Elle obtient ce divorce auprès de l'église sous le prétexte d'une parenté trop proche. En fait, ils sont cousins au 4e degré. C'est un moyen élégant pour se débarrasser de toi. Sans attendre, Éléonore épouse après Henri Plantagenet. Alors là, je me dois de faire une petite parenthèse. Quand je vous dis le roi de France, évidemment, ça claque. Mais en réalité, son territoire n'est pas grand, il est même petit. À l'époque, la France que l'on connaît actuellement est divisée en plusieurs duchés. Ce qui fait qu'en réalité, le territoire du roi est l'équivalent, grosso modo, de l'Île-de-France. Bon, en réalité, un peu plus que cela, mais cela reste petit. En épousant Éléonore, il obtient le duché d'Aquitaine, mais avec le divorce et le remariage, ce territoire passe entre les mains d'Henri Plantagenet. D'accord. Tant qu'on y est, actualité oblige.
On va faire aussi un petit point sur l'Angleterre, parce que j'ai entendu pas mal de bêtises là-dessus aussi, et surtout qu'il y a un rapport avec notre sujet du jour. Il y a plusieurs termes utilisés, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, etc. Donc d'abord, les îles britanniques, c'est une notion géographique, c'est l'ensemble des 2 îles. La Grande-Bretagne, c'est aussi une notion géographique, c'est juste la grande île, celle de gauche, dans laquelle il y a l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. L'autre île, c'est l'Irlande et l'Irlande du Nord. L'Angleterre, c'est donc juste uniquement ça. Et le Royaume-Uni, enfin, c'est un pays regroupant les États de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. C'est tellement simple. Pourquoi je vous parle de tout cela? Revenons à Henri Plantagenet. Son arrière-grand-père est le roi William d'Angleterre. Sauf qu'en fait, son vrai nom, c'est Guillaume. Et oui, Guillaume le Conquérant. Normand, il va donc débarquer en Angleterre avec ses troupes, battre le roi Harold à la bataille de Hastings le 14 octobre 1066 et être couronné roi d'Angleterre. Le voilà donc roi d'Angleterre alors qu'il ne parle pas un mot d'anglais. Bah oui, il est normand, donc français le mec. Mais c'est vrai. Après cela, c'est son fils Henri qui règne, sauf que ses 2 fils à lui meurent et donc ne laisse pour le remplacer que sa fille Mathilda, la mère d'Henri Plantagenet. Elle se fait prendre la place par son cousin Stéphane qui prétexte qu'une femme n'est pas faite pour gouverner. Vous voyez un peu le genre. Bon, inutile de vous dire qu'entre le fils de Mathilda, Henri Plantagenet, et le roi Stéphane, c'est pas la joie. Mais finalement, ils vont se réconcilier et le roi Stéphane désignera Henri Plantagenet comme son successeur à la couronne d'Angleterre. Henri Plantagenet, quand il épouse Aléonore, n'a que le duché de Normandie et par ce mariage obtient le duché d'Aquitaine. Sauf que peu de temps après, le roi Stéphane d'Angleterre meurt et donc Henri Plantagenet devient aussi roi d'Angleterre. Vous voyez où je veux en venir là? Non. Henri Plantagenet et Aléonore vont avoir 8 enfants, dont Richard Cœur de Lion. Mais si son père à Richard, Henri Plantagenet, était de Normandie et sa mère, Aléonore, était d'Aquitaine, sans compter le fait que son aïeul était Guillaume le Conquérant. En quoi Richard Cœur de Lion est-il anglais? Bah, j'avais pas réfléchi. Sans compter qu'on parlait français à la cour. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve que Richard Cœur de Lion parlait anglais. Aucune preuve. On sait par des lettres qu'il a écrit qu'il parlait d'autres langues, mais pas pour l'anglais. C'est même à peu près certain qu'il ne le parlait pas. Je dis cela pour tous les gens qui pensent que l'Angleterre et la France ont toujours été 2 pays bien définis, bien séparés, et que les 2 peuples n'ont rien à voir les uns avec les autres. Surtout depuis... Voilà. Garde la pinceau. Henri Plantagenet et Aléonore vont avoir 5 fils et 3 filles. Le premier fils, Guillaume, meurt à l'âge de 2 ans, le second Henri à l'âge de 28 ans, ce qui laissera la place pour le trône au 3e, Richard, qui sera couronné le 3 septembre 1189. Bon, avant cela, il faut savoir que dans la famille, c'est pas la joie. Dispute, complot, cela rage jusqu'au point où Henri Plantagenet emprisonnera sa femme, la reine Aléonore, d'où elle ne sortira que quand Richard deviendra roi. C'est beau la famille. Ce qui nous amène à la 3e croisade et surtout un autre personnage célèbre, Salah ad-Din, ou Saladin si vous préférez. De son vrai nom Youssouf ibn Ayoub, car oui, Saladin c'est en fait un surnom. Lui aussi a droit à beaucoup de légendes et d'histoires. Saladin, de religion musulmane sunnite et kurde d'origine, il est né dans le nord de l'Irak actuel. Il va faire partie avec son oncle de la campagne du dirigeant de la Syrie de l'époque, sunnite, pour conquérir l'Égypte, chiite. Car oui, à l'époque, il y avait pas mal de disputes dans le monde musulman, au même titre que dans le monde chrétien d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même religion que l'on ne peut pas se déclarer la guerre. La preuve. La campagne est une réussite et son oncle prend le pouvoir en Égypte, mais il meurt rapidement après. On décide alors de nommer Saladin vizir d'Égypte en 1169, sauf qu'il décide de ne pas rester là. Il va donc prendre le pouvoir en Égypte et avec sa nouvelle armée se retourner contre son ancien maître et conquérir la Syrie. Après avoir conquis pas mal de territoires, il va décider de lancer à la reconquête des territoires occupés par les chrétiens et surtout de Jérusalem. Là, je me dois de faire une petite parenthèse. Encore? Non mais ça devient une marotte. Je me dois de préciser, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais Jérusalem est un lieu hautement significatif dans 3 religions. Pour la religion juive, c'est là qu'aurait été le temple de Salomon, temple qui contenait les tables de la loi du prophète Moïse, les 10 commandements. Les chrétiens, pour eux, c'est là que le prophète Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et enfin, pour les musulmans, c'est là que le prophète Mahomet s'est élevé au ciel après sa mort. Inutile de vous dire donc que pour chacune de ces religions, c'est loin d'être anodin.
Quoi qu'il en soit, Saladin remporte une grande victoire sur l'armée des croisés le 3 juillet 1187 au pied de la colline de Hattin, au nord-est de la Palestine. Il capture le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et surtout du jour au lendemain, les États francs perdent presque toute leur chevalerie. Saladin n'a donc pas trop de mal après cela à prendre Jérusalem, ce qui va déclencher la troisième croisade à la demande du pape, Grégoire VIII. Et que ça recommence. Cette fois-ci, c'est carrément le roi d'Angleterre, Richard Ier dit Cœur de Lion, celui de France, Philippe II dit Auguste, et l'empereur germanique Frédéric Ier dit Barberousse. Oui, on aimait bien les surnoms à l'époque. C'est donc du beau linge qui répond à l'appel et jure de prendre la croix, et ils partent donc tous pour la Palestine. Ça n'a pas dû être facile. Exactement, comme pour les croisades précédentes d'ailleurs, on n'arrive pas à Jérusalem comme ça. Déjà, c'est pas la porte à côté, surtout quand on est à cheval avec une armée de milliers d'hommes avec vous. Des complications et multiples péripéties arrivent sur le chemin. Le 10 juin 1190, l'empereur d'Allemagne, Frédéric, se noie au sud de l'actuelle Turquie. L'empereur étant Tout froid, tout mort, je sais. ce qui laisse les rois de France et d'Angleterre avec l'armée d'Allemagne en moins. Pendant ce temps-là, Saladin ne s'arrête pas à Jérusalem et capture pas mal de territoires. Le 20 avril 1191, le roi de France et son armée arrivent à Saint-Jean d'Acre, appelé aujourd'hui Acco ou Acre, car Guy de Lusignan, qui fut libéré par Saladin, a décidé d'essayer de reprendre cette ville côtière. 2 mois après, Richard Cœur de Lion arrive lui aussi. Ce renfort important va permettre aux croisés de reprendre cette ville le 12 juillet 1191. Après cela, Philippe Auguste va tomber malade et décide de rentrer en France. Personne n'est forcé de rester. Richard se retrouve en tant que seul leader de cette croisade. Il essaye de négocier avec Saladin l'échange de soldats musulmans prisonniers contre une rançon et surtout le retour de la vraie croix. Alors c'est là que c'est un bout de bois dont les croisés pensaient qu'il venait de la croix où le prophète Jésus-Christ aurait été crucifié. Relique sacrée donc qu'ils ont perdu à la bataille de Hattin. Saladin fait traîner ces négociations. Tout simplement, il sait que des prisonniers c'est toujours quelque chose à gérer et que comme il a besoin de gagner du temps, cela l'arrange bien. Richard Cœur de Lion va régler le problème d'une manière assez radicale. Il va tout simplement faire égorger tous les prisonniers. Alors là, je ne parle pas d'une dizaine de prisonniers, hein, non, de plusieurs milliers d'hommes qui vont se faire égorger. Oh, quelle horreur! Vous comprenez maintenant que Richard Cœur de Lion n'était pas le type gentil, cool. Non, c'était même plutôt le contraire, sans pitié. Et c'est pour cela qu'il était surnommé Cœur de Lion. Car oui, un lion, s'il fallait le rappeler, est une bête sauvage et féroce, pas le gentil minou qui ronronne sur vos genoux. Tout juste. Après cela, Richard et l'armée des croisés vont continuer de reconquérir des territoires le long de la côte. Ils remportent une victoire importante sur l'armée de Saladin à Arsouf le 7 septembre 1191, suivi de la prise d'Ascalon et Jaffa, mais pas de Jérusalem. Alors en fait, Richard va aller à Jérusalem dans le but de la reconquérir, mais pour des raisons que l'on ignore, il décida de faire avorter son attaque et de ne pas tenter de prendre Jérusalem. Alors bien sûr, il y a des théories pour lesquelles Richard Cœur de Lion n'a pas voulu tenter de reprendre Jérusalem, certaines tout à fait sensées et logiques, mais que je ne vous citerai pas puisque ce sont des théories. La réalité, c'est que l'on ne sait pas avec certitude pourquoi. Ce que l'on sait, c'est qu'à cette époque, Richard était tiraillé entre la croisade et son retour, car en son absence, son frère Jean s'est permis de prendre sa place sur le trône. Enfoiré. Finalement, des négociations vont avoir lieu entre Richard Cœur de Lion et Saladin. Ces négociations aboutiront à un traité qui fut conclu le 2 septembre 1192. Alors, dans ce traité, il fut convenu que les chrétiens auraient la possession des territoires côtiers et que Jérusalem resterait entre les mains des musulmans, mais serait librement ouverte aux pèlerins chrétiens. Alors, pour la petite histoire, lors de ces négociations, Richard Cœur de Lion va proposer que sa sœur, Jeanne, épouse le frère de Saladin, Aladin. Si c'est une pratique courante à l'époque, entre chrétiens et musulmans, ce n'est pas commun. Quoi qu'il en soit, le mariage n'aura jamais lieu, surtout que la sœur de Richard, persuadée qu'elle finira en enfer si elle se marie avec un musulman, n'acceptera jamais. Mais je ne peux m'empêcher d'imaginer que le monde serait peut-être plus ouvert d'esprit si ce mariage avait eu lieu. Ou pas. Si ça vous fait pas de la peine. Richard Cœur de Lion va finalement rentrer le 9 octobre 1192, pas sans difficulté car il se fera fait prisonnier sur le retour par le fils de Frédéric Barberousse, l'empereur Henri VI, qui le libéra contre une énorme rançon. Et c'est en mars 1194 que Richard Cœur de Lion retrouve ses terres. Richard, à nouveau sur son trône, pardonnera à son frère Jean. D'ailleurs, c'est Jean qui succédera à Richard à la tête du royaume après sa mort le 6 avril 1199, des suites d'une blessure d'un carreau d'arbalète lors d'une bataille à Chalus en Haute-Vienne. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure vision de ce roi mondialement célèbre. Je voudrais vous demander quelque chose. Oui, bien sûr, vous voulez que je parle des autres personnages. Le prince Jean. S'il est vrai que ce fut pas un roi très brillant, il faut se rappeler que quand son père régnait, Henri Plantagenet,
Il avait déjà réparti son royaume pour sa succession auprès de ses fils. Henri l'aîné aurait le trône, Richard la Normandie, etc., etc. Mais Jean, rien du tout. Que dalle. D'où son surnom, Jean sans terre. De même que quand finalement Richard Cœur de Lion prend le trône, alors que ses autres frères sont tous déjà décédés et qu'il ne reste plus que Jean, on aurait pu penser que Richard partage un bout du royaume avec lui. Mais non, encore une fois, que dalle. À longue, ça devient épuisant. Humiliant surtout. Il n'est donc pas si étonnant que quand Richard partira en croisade pour plusieurs années, laissant son trône vide, Jean sans terre saisisse l'opportunité. Moi, je vais te parler de l'autre. Ah oui, évidemment, Robin des Bois. Eh bien, désolé de vous dire que cela est une pure légende, il n'y a jamais eu de Robin des Bois. En tout cas, encore une fois, aucune preuve de son existence. De toute façon, vu le caractère de Richard, je suis pas sûr qu'il aurait apprécié un Robin des Bois dans son royaume. Je crois que c'est le moment des adieux déchirants. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme toujours, si vous avez aimé, partagez avec votre famille, partagez avec vos amis, partagez sur les réseaux sociaux, enfin, partagez autant que vous pouvez, car le but de cette chaîne, c'est quand même que les gens puissent acquérir des connaissances historiques. Comme le disait l'écrivain Aldous Huxley, le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la plus grande leçon que l'histoire nous enseigne. Enfin, si vous vous posez la question de savoir c'est quoi ce logo, c'est tout simplement pour les gens qui souhaitent soutenir la chaîne, pour entre autres acquérir du matériel. Vous cliquez là, vous aurez toutes les informations que vous le désirez. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous promets que je vous répondrai. Vous pouvez aussi tout simplement mettre un pouce comme ça si vous aimez ou un pouce comme ça si vous n'aimez pas, ça marche aussi. Et enfin, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos et surtout de savoir quand est-ce que la prochaine vidéo sera en ligne. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre fidélité. Voilà, à la suite, à un prochain épisode. Kenavo. Qu'est-ce que tu veux, faut bien faire une fin.